Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair, Olivier Daudet. Bienvenue à tous, salut Judith. Heureuse de vous retrouver, salut Olivier. C'est excellent. Ils sont artistes, artisans, chefs d'entreprise, ils ont fait le pari de la création, le choix de l'excellence. Sud Radio les réunit et vous raconte leur parcours. C'est excellent et on le prouve. Le comédien Bruno Puzulu et le grand chef Gérard Hidou sont aujourd'hui nos invités. Soyez tous les deux les bienvenus, les garçons. Bienvenue, messieurs. Merci. Bruno Puzulu, vous êtes à l'affiche en ce moment du théâtre de la scène parisienne avec les Rital. D'après le grand et beau roman de François Cavana, votre adaptation et votre prestation ont fait cet été le bonheur des festivaliers d'Avignon. Elles font maintenant celui des Parisiens et des Parisiennes. Et pour tout dire, vous faites tout simplement l'unanimité. Il faut aller vous voir. Oui, j'ajoute même que Cavana et Puzulu étaient faits pour se rencontrer. Les mots de François, que nous avons tous aimés, sauf les cons sans doute, portés par Bruno et l'accordéon de Grégory Daltin. C'est un bonheur, tout simplement, à côté duquel on ne peut pas passer. Des mots qui racontent la France de l'entre-deux-guerres et ce qu'être fils d'immigrés voulait dire à l'époque, mais avons-nous vraiment changé? On en reparlera. Des mots qui parlent de l'enfance, de l'adolescence surtout, des mots d'amour qu'un fils, des années plus tard, a donc pris le temps d'écrire pour son père. Les Rital au théâtre, autant vous le dire, c'est une première ici à Paris et c'est une réussite. Gérard Hidou, depuis 2004, vous êtes le chef et le patron du Récamier, un lieu mythique, un restaurant parisien où se succèdent badauds et personnalités pour déguster vos fameux soufflets, votre signature incontestée. Le Récamier, c'est une cantine parisienne à sa manière où effectivement toutes et tous se sentent à l'aise. Vous avez toujours voulu, Gérard, être différent. L'important pour vous, ce n'est pas le nombre d'étoiles au Michelin, le fait est que vous les avez toutes refusées, mais plutôt d'aimer les gens en leur proposant une cuisine simple, de goût et de notre temps. Vous aimez d'ailleurs à dire que le soufflé est un produit international et que chaque pays a son propre goût. Ouais. Votre soufflé français, parisien, dirait-on, a le goût Gérard Hidou. Encore qu'on l'a pas bien goûté encore, Gérard. Bruno Puzulu, Gérard Hidou, vous recevoir est un plaisir. Vous écoutez s'annonce passionnant. Écoutez Valérie Solvy dans la prochaine demi-heure, ne sera pas moins savoureux. Valérie, vous allez aujourd'hui nous parler d'art de vivre à la française, d'excellence en quelque sorte. Mais c'est excellent ça. Sud Radio, c'est excellent et ça commence maintenant. C'est une belle rencontre dont on va prendre le temps de vous raconter l'histoire, la rencontre d'un comédien avec un texte. Le comédien, c'est vous, Bruno Puzulu, et le texte, c'est le roman de François Cavana, Les Rital. C'était lors d'un colloque consacré à l'immigration italienne. Il vous a été proposé, Bruno, d'en donner une lecture. Qu'est-ce que ces mots ont alors éveillé ou réveillé en vous ? Ce moment de lecture, c'était aussi le moment où mon père venait de disparaître et j'écrivais sur mon père. Et puis après cette lecture, j'ai lu le roman Les Rital et je me suis dit, mais Cavana a écrit drôlement mieux que moi. Et puis, c'est l'histoire de papa et maman. Donc, j'ai fait l'adaptation, j'ai demandé les droits à la famille, à l'éditeur, qui m'ont donné les droits. Et puis, mon frère a fait la mise en scène. Mario. Et puis, on est parti sur les routes pour jouer cette pièce depuis 2018. Quand je dis il y a des coïncidences avec ma famille, ma mère est française, mon père est italien. Mon père, quand il est arrivé, quand il était à la maison, ne parlait jamais de racisme. Nous disait toujours, pour moi, tout a été toujours très bien. J'ai bien été accueilli en France. Comme le père de Cavana, s'appelait Luigi. Il se faisait appeler Louis, mon père s'appelait Giovanni, il se faisait appeler Jean. Il parlait pas italien à la maison non plus, comme le père de Cavana. Et par la suite, j'ai su que papa avait eu des difficultés quand il est arrivé en France, mais il n'en parlait jamais à la maison. Il avait pour but d'extraire toujours les bons moments et ne jamais parler des problèmes pour que ses enfants puissent s'intégrer le mieux possible. Et c'est maintenant que je me rends compte de tout ça. Notre famille, une famille modeste, comme celle des Cavana, où le théâtre, le cinéma n'avaient pas beaucoup leur place. Il y avait surtout la télévision dans la cuisine, qu'on regardait le soir. Et puis un frère instituteur, comme ça, qui fait du théâtre. Et là, pour la première fois à 17 ans, 16 ans, je vais au théâtre avec mes parents pour voir le grand frère qui fait du théâtre. Voilà un peu la famille. Les Rital, ça raconte l'enfance de François Cavana, rue Sainte-Anne, à Nogent-sur-Marne, dans la France de l'entre-deux-guerres, les 400 coups de son adolescence aussi. Ce roman, c'est une histoire de la France,
une histoire de France. On les appelait les Rital. Aujourd'hui, on dit autre chose. Aujourd'hui, d'ailleurs, on l'évoquait il y a quelque temps avec le producteur Marine Karmitz, on a peut-être un peu le sentiment qu'on s'est encore un peu plus rétréci, replié. Qu'est-ce que vous en pensez, Bruno Puzioli ? Oui, selon les époques, l'étranger change de nom. Et il y a même des étrangers qui sont intégrés qui trouvent une sale gueule aux nouveaux étrangers, d'ailleurs. Donc, c'est, comme dit Cavana, c'est toujours la même histoire. Surtout, comme dit Cavana aussi, en période de chômage qui rôde, on a besoin de pouvoir désigner des gens dans la rue, rien qu'à leur faciès, et de dire c'est eux les coupables. Et s'ils n'étaient pas là, ça irait mieux chez nous. Comme les Italiens à l'époque, qu'on a invités à venir en France pour travailler, parce qu'il y avait du boulot. Et puis quand il n'y a plus de boulot, on leur a dit vous pouvez rentrer chez vous. Mais entre-temps, ceux-là avaient fondé des familles et ils n'étaient pas prêts à rentrer chez eux, forcément. Mais alors, ce roman, quand même, pour être franc, pour moi, c'est pas ce qui a dominé pour monter cette pièce. Ce qui a dominé, c'est la relation d'amour avec ce petit garçon et son père. Vous savez, j'en parlais l'autre fois, mais il y a eu une femme asiatique, une jeune femme asiatique qui est venue voir le spectacle l'autre fois, et après la pièce, elle m'a dit, elle était très émue, elle m'a dit, vous voyez ma tête, je suis pas italienne, mais ça m'a touché parce que c'est aussi mon histoire. Oui. Et pour moi, l'important, c'est cette relation d'amour entre un petit garçon et son père. Quand le petit garçon met sa main dans la main usée de son père, et que, alors là, c'est le bonheur le plus complet. Ça fait quoi d'ailleurs à ce que disait François Cavana lui-même lorsqu'il est revenu après la parution de ce roman, le premier, les Rital. Il disait, je voulais raconter les Rital. En réalité, j'ai raconté papa. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose à la fois très actuel, on l'a dit, sur la question de l'immigration et l'accueil qu'on réserve justement aux migrants aujourd'hui encore. Il y a quelque chose, effectivement, vous avez raison de le souligner, de plus universel encore, l'amour filial. Oui, c'est ça. C'est ça. Et qu'on soit une femme, un homme, on s'y retrouve et on retrouve le petit enfant qui est tapi au fond de nous et qui là, on se dit « Ah mais oui !» C'était comme ça dans l'enfance, c'était comme ça dans l'adolescence, et ça fait du bien. Les Rital en ce moment à la scène parisienne, mise en scène de Mario Puzioli, il y a évidemment Bruno Puzioli, le petit frère, donc, qui est devenu grand maintenant. Et, puis, avec Daltin. Sur scène un accordéoniste, Grégory Daltin et Aurélien Noël en alternance, parce que la musique a aussi beaucoup d'importance dans ce spectacle. Ouais. On va en reparler dans les prochaines minutes. Autre histoire qu'on a eu envie de partager avec vous, celle, ça va vous étonner toutes et tous, d'une pendule qui va vous réconcilier avec les maths. Si, c'est possible. Sud Radio, c'est excellent, et c'est la Made in French Tech. Sud Radio, c'est excellent. Made in French Tech. C'est une pendule, pour tout vous dire. C'est simple, une pendule. On la fixe au mur, on la pose sur un meuble. C'est une très jolie pendule, affichage digital. Oui, pas d'aiguille, ni de grande, ni de petite, ni même qui trotte autour du cadran. Non, juste des chiffres. Mais attention, des chiffres qu'on doit multiplier, additionner ou soustraire pour savoir l'heure qu'il est. Et ça change tout, Olivier. Cette pendule qui donne l'heure à condition de savoir compter, c'est l'Albert Clock. Et c'est Axel Schindelbeck qui en a eu la bonne idée. Axel qui est avec nous, mais à Marseille, où il a fondé il y a quelques années sa start-up MNTNT. Bonjour Axel. Bonjour. Bonjour. Alors Axel, soyez le bienvenu sur Sud Radio. Quelle heure est-il chez vous à votre Albert Clock? Pareil comme chez vous. Qu'est-ce que ça a changé? Je suis pas en avant, je suis pas en arrière. Donc... Qu'est-ce qu'elle affiche, votre pendule? Chez moi, c'est en général le niveau 4. Oui, alors mais sachant qu'il y en a 6 niveaux, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont tous l'un plus difficile que l'autre. Ça dépend en fait aussi de votre mood, je pense, parce que parfois il y a des chiffres à 2 digits à 1. Mais je l'ai pas toujours chez moi. C'est-à-dire que dans mon lieu de travail, elle est toujours là parce que puisqu'on la fabrique en même temps. Mais je prends une pause chez moi en fait. Dites-moi, vous êtes designer et donc vous étiez fâché avec le calcul mental, c'est ça? Comment vous avez eu cette idée? En fait, à la base, c'est pas un projet en général. Je crée pas des projets en disant il faut que je dessine une horloge. Je pars toujours plutôt d'une observation, d'un comportement humain ou d'un manque dans une situation. Et en fait, je me suis interrogé une fois en fait sur le temps d'attente en fait, et que le temps d'attente c'est quelque chose de très embêtant.
C'était dans aussi une période où on voyait vraiment aussi l'arrivée du smartphone. Et du coup, ce moment-là où on a quand même une technologie devant nous qui est en soi un potentiel incroyable, mais qui consiste la plupart du temps juste à envoyer des photos de ces chatons. Ouais, surtout les chatons. Ouais. En gros, de pas vraiment pouvoir profiter de cette avancée technologique. Et du coup, je me suis interrogé là-dessus en disant que est-ce qu'on pourrait pas créer en fait en gardant un principe d'une technologie très 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 basique, presque rudimentaire, qui existe depuis toujours en fait les horloges digitales, en y rajoutant en fait une chose qui permet en fait de mieux consacrer la perte de temps à l'épanouissement aussi d'une apprentissage personnel. Et du coup c'était assez facile à trouver en fait ensuite avec les calculs mentaux, parce que les chiffres sont là. Moi j'étais toujours quelqu'un qui aimait bien les maths, j'avoue, mais bon, j'espère que c'est le dernier projet lié avec des mathématiques dans ma vie de designer, mais non, mais oui, donc on l'a bien compris, Axel. C'est bon pour les mômes. D'ailleurs, vous avez des projets d'implanter ces pendules dans toutes les écoles de la République. C'est bon pour les grands, voire même les franchement vieux, parce qu'il faut faire travailler le cerveau, Judith. Oui, l'Albert Clock est déjà au MoMA à New York, et qui sait bientôt dans toutes les écoles. Vous avez ce projet, Axel? Alors, à la base, moi, bien sûr, je voulais vraiment prendre la domination mondiale des écoles et pour leur fournir les horloges. Néanmoins, pour l'instant, ça reste encore assez cher, je pense, pour beaucoup d'endroits comme les institutions publiques. On a quelques écoles qui sont autour de Paris, qui se sont fournies. En Suisse, il y en a, mais après, c'est aussi un travail de prescripteur, et nous, il faut aussi dire qu'on est rentré en fait dans une métier qu'on maîtrise pas. On est designer, mais on est devenu fabricant d'horloges, distributeur, marketeur, etc. Donc tous des métiers que à la base on n'a jamais appris. Et bien sûr, le marché des écoles, ça nous intéresse énormément, parce que c'est aussi pour cette cause-là que l'horloge a été créée. Disons que l'enfant qui passe son temps à regarder l'heure passer dans une classe, c'est assez drôle en fait. Mais on a aussi des contraintes qui sont au final, quand on est une petite structure qui veut faire un produit avec une certaine qualité. En plus, aujourd'hui, on fabrique à Marseille, on assemble à Marseille. On a encore des composants qui viennent de la Chine, comme de l'électronique, parce que en Europe, c'est quasiment impossible de le fabriquer, surtout à notre échelle. Donc, on est sur des prix où les gens vont dire c'est assez luxe, c'est assez cher, mais au final, on ne peut pas faire autrement. Oui, on est déjà donc. C'est un peu les contraintes qu'au final on veut créer un produit qui est accessible à tout le monde, mais vu qu'on est dans une fabrication française, on va avoir une certaine exclusivité concernant le budget de chacun. L'Albert Clock, vous qui nous écoutez, ça peut vous intriguer, ça peut vous tenter. Alors plus d'infos encore sur le site www.albertclock.com. Merci Axel, et à bientôt. Pourquoi pas à Marseille? On arrivera par le train de 4x2 plus 8, c'est ça? Et de 5x15 plus 15 minutes. Voilà. C'est excellent, on revient dans un instant avec Bruno Putzulu et Gérard Ridou. Merci Axel. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair, Olivier Daudet. Si vous nous rejoignez, vous êtes les bienvenus. Sud Radio, c'est excellent. C'est excellent, c'est l'émission qui réunit celles et ceux qui ont fait le choix de la création et le pari de l'excellence. Artistes, artisans, chefs d'entreprise, c'est excellent, vous racontent leur parcours et leur histoire. L'histoire aujourd'hui du comédien Bruno Putzulu et du grand chef Gérard Ridou. Gérard Ridou, vous avez débuté compagnon du devoir. Tout d'abord apprenti, vous peaufinez votre formation à l'auberge étoilée des Templiers à Montargis, avant de monter à Paris vers les grandes maisons. Quels sont les maîtres mots en cuisine? On a envie de savoir. Rigueur et qualité des produits, solidarité et conviction. C'est quoi vos mots à vous, Gérard Ridou? Tout à fait. La rigueur et le travail. Et le travail. Et aimer les gens. Donc la solidarité, c'est important aussi. On suppose d'équipe et puis Je de pense réseau. On est dans une société pour encore aimer les gens. C'est une bonne solution, ouais. Toutes les classes confondues. C'est intéressant ce que vous dites, parce que quand on s'aime de moins en moins, vous pensez? On prend le temps de moins en moins de s'aimer? Je pense qu'on prend le temps moins. À mon époque,
on aimait beaucoup les gens, toutes les classes confondues. Je fréquentais M. Mitterrand, je fréquentais Mesrine, je fréquentais des mondes différents. Bien différent, là, effectivement. Oh, quoique. Non, je rigole. Non. Vous dites souvent, Gérard, que c'est grâce pour en savoir davantage sur maman. vous, à maman, voilà, que vous êtes devenu vous-même. C'est votre mère, hein, en effet, pour celles et ceux qui vous découvrirez aujourd'hui, qui va vous pousser dans les cuisines à l'époque. C'est mal vu dans votre milieu de devenir apprenti, mais elle n'en démord pas. Mon fils, tu seras chef. Elle a décelé votre passion avant même que vous ne le sachiez vous-même. Oui, parce que maman, elle arrive de l'Espagne. Et elle s'est mariée avec papa, un fils unique, dans un milieu très, très bourgeois. Donc, à l'époque, un peu l'immigration, l'Espagne, les Italiens, le Portugais. Et maman, elle s'est toujours battue dans l'éducation. Elle a vu, son quatrième fils, parce qu'on était 5 garçons. Ah oui, elle a bossé, hein. Oui, le Papa aussi. alors. Papa. Pardon. Ah oui, quand même. Et elle a vu que j'étais très nul à l'école, mais tellement nul que je redoublais, triplais la même classe. Donc, elle a pris un coup de chaud et elle a convoqué le préfet, l'académicien. On n'avait pas le droit d'aller au travail à 14 ans. Ouais. C'était à 16 ans. Mais elle s'est tellement battue et j'ai eu une autorisation d'aller à 15 ans au travail. Et c'est elle qui vous a transmis cette force de caractère, qui vous a permis de traverser la vie jusqu'à présent, de triompher des épreuves qui n'ont pas manqué de se C'était un dresser. peu le personnel de mes parents, la cuisinière, à l'époque on appelait les bonnes, le service, la gouvernante. J'étais tout le temps fourré dans la cuisine, j'étais tout le temps, parce que mes parents recevaient... On l'a pas dit avec la bonne, on a dit dans la cuisine. La cuisinière, enfin, Olivier. Oh, la serveuse. Oh, ça va. Voilà. Et donc, et maman, elle a eu ce flash, mais qu'est-ce qui... Voilà. Donc c'est pour ça que je me suis lancé dans la restauration. Gérard Hédoux, votre apprentissage, vous l'avez fait dans les cuisines des chefs de première division. Ah oui. Vous êtes passé par le Jules Verne en arrivant à Paris. Vous avez fait le Plaza Athénée, le Doyen. C'est incontournable, à votre avis, de passer par les institutions pour devenir un bon grand chef? D'apprendre des règles. D'accord, la rigueur La toujours. rigueur, hein. toujours. D'apprendre les règles, d'apprendre une sorte de cuisine différente, des hôtels. Vous savez, quand vous passez au Plaza pendant le matin, faire le petit déjeuner, c'est un autre système. Racontez-nous un peu ce qui diffère, justement. C'est-à-dire de 5h du matin à 10h, une omelette sans sel, une omelette avec du sel, l'exigence, voilà. D'accord. Donc on apprend... donc vous apprenez les clients exigeants, Voilà, en fait. on apprend... Donc on revient toujours la rigueur, et on apprend... On apprend en étant rigoureux. Voilà. Et on apprend la maîtrise des nerfs aussi. Et puis... Un peu, j'imagine. Oui. Ouais. Ça, c'est bien. Ouais, oui. Très bien dit. Ouais. Ouais. On se contrôle. On se contrôle, et puis on voit beaucoup de choses. On n'est pas uniquement de la même cuisine. C'est pour ça que ça m'intéressait de faire les 3 étoiles, les palaces, c'était complètement des cuisines différentes. D'accord. Vous aimez dire qu'il faut être discret quand on tient un restaurant comme le vôtre. Pourquoi? Ça évite les problèmes. Mais il y a pas mal de gens importants qui passent par chez vous aussi, donc on suppose qu'effectivement, il faut voir, entendre et ne jamais répéter. Ah oui, je peux, par exemple, j'ai reçu la délégation, le sommet franco-allemand de M. Chirac et M. Schonder, Oui. et au dernier moment, ils ont payé. J'ai demandé à Claude Chirac qu'est-ce qu'il faut dire à la presse, comment ils ont payé, etc., pour pas d'avoir de problème. Voilà, c'est des petits détails comme ça. D'accord. Comme les Bush, comme les Obama, voilà. Oui, vous avez connu. On va y revenir, hein, on va vous poser des questions On là-dessus. se souvient tout de à l'heure. ces images où Obama est en train Ouais. de se régaler d'un de vos soufflets. Ouais. Elles ont fait le tour du monde, ces photos. Ouais. Et puis les enfants, ils sont revenus, Ah et oui. puis les enfants, ils ont fait les soufflets dans la cuisine, et j'ai des belles photos Wow. avec mon petit-fils. Avec la famille Obama, on adore. Ah, on va en reparler. Mais ce sont des gens comme vous, et comme eux. Oui, bien sûr. Bien sûr. Comme c'est nous tous. tout, comme nous tous. Hein. Ouais. Enfin, je suis pas Si, président des ici- États-Unis en même temps. Non, mais si on a de bons contacts très humains, moi, c'est... Quand on est sympathique, finalement, ça fonctionne toujours. Ouais. Hein, c'est ça. Oui, à l'évidence, les titres, les fonctions, même qui ronflent de partout, ça vous Je m'en impressionne fous. pas, ça? Oui, c'est ça. On est sympa ou on n'est pas sympa, quoi. Ouais. Ouais. On va en reparler de vos clients. Il y a des clients illustres, hein, quand même. Hein. Ouais, mais- Non, parce que vous le disiez, je veux dire, recevoir d'un même front enthousiaste François Hollande et Jacques Messrine,
C'est quand même pas mal, je trouve. Mesrine, il est pas Non, venu au Récamier. Mitterrand. Hein. Parce que Mitterrand, il était dans la Nièvre. Oui, il était dans la Nièvre. Enfin, vous les avez connus tous les deux, surtout. Ouais. Ouais, vous Pas, avez- pas le Non, même. non, pas en même temps. Pas la même table. Pas le même soir. Non, le Mesrine, c'était plutôt dans les péniches, les Vous étiez cabarets. très jeune, vous Ouais. aviez 16 ans, 17 16 ans, ans, c'est 17 ça ans, Ouais. ouais. Ouais, Il c'est me donnait fascinant. des billets de 100 francs pour aller voir les filles. Je me suis dit, tu peines pas trop, tu peux m'en donner un peu plus. Hein. Gérard, parlons de goût un petit peu. On a envie un peu de parler de ce goût qui vous est propre. Hein. Vos soufflets varient avec les saisons, hein, vous racontez ça. Donc, quel est le goût de l'hiver en ce moment, par exemple? Bah, l'hiver, c'est les crustacés. Je fais le soufflé homard avec un peu de caviar. Je fais Moi, j'ai Le- goûté ça, j'avoue. C'est pas mal. Hein. le canard à l'orange. Voilà, c'est des goûts. Et puis, c'était à Noël, je faisais beaucoup des soufflets au coquille Saint-Jacques. C'est l'époque, voilà. D'accord. Mais un soufflé, c'est un produit chimique. C'est comme l'amour. Ça fonctionne ou ça. Fait que avec des très bonnes choses dedans. Hein. Il faut, Oui, le, mais il faut le c'est souligner réciproque. quand même. La différence, c'est que vous mettez dans le mille à chaque fois, vous. Ah oui, quand même. C'est quoi le goût de votre dessert en ce moment qu'on a envie de manger, hein, par exemple? Là, je fais une fève conca et puis un soufflé café. D'accord. Voilà, parce que c'est l'hiver un peu. Le D'accord. chocolat, moi, le classique. Une crêpe, D'accord. comment vous dites, Gérard? Une crêpe? Tonka, la fève conca en Amérique du Sud. Ouais, bon, ça. C'est Gaston Letot qui m'avait fait ça. Il m'avait proposé des fèves. Voilà. Plus vous parlez de vos soufflets, plus on est en train de perdre Valérie Solvier. Elle est ailleurs, dans une autre dimension, là. C'est une gourmande, c'est normal. Hein. Valérie, oui. J'ose pas trop la regarder, moi. Pourquoi? Parce qu'elle me trouble. Il va être essoufflé. Justement, puisqu'on en parle, Valérie Solvier, elle a le sens de l'art et des belles manières. Elle nous rejoint tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est excellent, l'art et la manière. Bonjour Valérie Solvier. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors, rendre hommage à Gérard Rideau, évidemment, ça va de soi. Donc, parler de l'art de vivre à la française, quoi de mieux? Aujourd'hui, j'aimerais donc vous parler du savoir-faire très français que le monde entier nous envie. L'art de la table et l'art de recevoir. N'est-ce pas, Gérard? Nous sommes l'un des rares pays où l'on reçoit chez soi et non au restaurant. Mais bon, sinon chez Gérard, vous avez bien compris que c'était mon complice, ce restaurateur de rêve, rue Récamier à Paris, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà. Mais connaître les bons usages et les codes, les bonnes manières, n'est pas inné. Cela s'apprend, cela se perpétue et se transmet. C'est d'autant plus important que cela pourrait se perdre, nos vies contemporaines et la restauration rapide et la mode du manger debout. N'encourage pas cette tradition du repas avec succession de 8 plats, tels que le répertoriait Jules Gouffet en 1867 dans le livre de cuisine, potage, hors d'œuvre extra, relevé avec des flancs, entrées, bouts de viande, poisson, à nouveau flancs, entremets, fromage, etc. Pourtant, cet art, ce savoir-faire du recevoir, fait partie de notre histoire et remonte à la cour des rois à l'époque des croisades. Sautons les époques et la Renaissance et Catherine de Médicis et l'usage de la fourchette pour arriver à l'époque de la salle à manger. Le saviez-vous ? La salle à manger est une invention et une tradition typiquement française que nous devons à notre bourgeoisie du 19e siècle. Enrichie par le commerce et nantie de domestiques, cette nouvelle classe sociale dirigeante a donc pris l'initiative de dédier une pièce de la maison au repas. Ainsi est née notre salle à manger et avec elle, l'art et la manière qui vont avec. Aujourd'hui, les menus de réception se sont allégés, mais inviter à dîner reste un acte social, quel que soit le milieu, et un plaisir. Je sais de quoi je parle. J'adore inviter à dîner chez moi, c'est un besoin vital, on se rencontre, on se mélange, c'est une parenthèse toujours joyeuse, comme d'aller chez Gérard. Chez moi, je fais à ma manière, j'ai appris enfant les règles et les usages. Le placement des couverts, des verres, des salières et poivriers, des serviettes et des coupelles à pain et des invités. Je garde la grâce et l'élégance de ces contraintes, mais il faut oser s'en affranchir. Ma façon à moi, une table de roi et tout apporté sur des planches en bois. Ou un plat unique, un poulet rôti cuit longtemps, à découper à table. Des légumes de saison, jamais sans pommes de terre, ou bien que des fromages et sur une planche encore. La politesse et l'élégance n'ont pas de prix, mais nul n'a besoin de passer des heures en cuisine ni de se ruiner pour recevoir à la française dans les règles de l'art. Un drap de coton blanc qui sort de la machine en guise de nappe, pas repassé, des assiettes blanches, des couverts en argent, pas en argent, ou bien trouvés, ou bien chinés, ou bien dans les brocantes, des verres à pied, transparents, achetés en grande surface, et des bougies. On tient là le chic français. Waouh. Bien envoyé. Je vais vous dire, ça c'est presque un éditorial. Un grand merci Valérie Solvier. Merci Valérie. Et la Hommage semaine à prochaine, Gérard. je l'ai bien noté, hein, chez vous, on se rencontre, on se mélange.
cela. C'est bien Tout ce que à nous fait. avez dit. Exactement. C'est quand le prochain bientôt, repas? J'attendais. Il les est samedis. vif, Bruno. Sud Radio, c'est toujours excellent et on revient juste après ceci. Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair, Olivier Daudet. Merci d'avoir choisi Sud Radio, c'est excellent. Artistes, artisans, chefs d'entreprise, ils ont un jour fait le choix de la création et le pari de l'excellence. Ils se racontent et se rencontrent avec Sud Radio. Si vous nous rejoignez, vous avez raté énormément, mais énormément. Ceci dit, vous êtes quand même les bienvenus. Le comédien Bruno Puzzu et le grand chef Gérard Hidou sont aujourd'hui vos invités. Bruno, j'ai une question un peu bizarre peut-être, mais vous êtes combien exactement? Non, parce qu'on vous voit à Héberto dans 12 hommes en colère à 19h, et puis dans les Rital à la scène parisienne à 21h. Vous marchez à quoi? À la nécessité. Non, sérieusement, on est entre nous. On est Vous entre marchez nous, à quoi? faut y aller, Non. Lâchez-vous. Je marche au sommeil. Vous voyez, quand on est comédien, les gens s'imaginent pas, mais on est beaucoup dans la solitude avec les textes. L'apprentissage des textes demande de la solitude et puis du sommeil pour la voix et la mémoire. Si on fait abstraction du sommeil, il y a un moment où la voix se casse. Il y a un moment où la mémoire, je tiens pas à arriver sur la scène des Rital avec le texte de 12 hommes en colère, ça ferait mauvais effet. Donc non, faut être en forme. Faut être en forme parce que, en plus, vous voyez, je joue 12 hommes en colère, donc comme vous le disiez, à 19h au Théâtre Héberto. On finit vers 20h30. Je prends un vélo, C'est ça. je vais jusque la rue Richer, collé aux Folies Bergères, à la scène parisienne, et là, je me déshabille et je me rhabille, et je vais jouer les Rital jusqu'à 22h30. C'est incroyable. Donc, comme ça, tous les jours, il faut être en forme. Et finalement, en fait, on parlait tout à l'heure avec Gérard de rigueur. C'est ça dont vous parlez aussi. C'est-à-dire, si vous n'avez pas de rigueur de physique, etc., vous n'arrivez à rien. Gérard parlait du travail aussi. Ouais. Les gens, quelquefois, parlent directement du talent, mais je crois que le talent, il vient, que ce soit dans le métier de Gérard ou dans le mien, il vient aussi avec le travail. Bien sûr. Bruno, jeune comédien chez Bob Villette, c'était avant-hier au sein de la Comédie Errante, du côté de Rouen, Seine-Maritime. Vous rêviez de vivre des soirs comme ceux que vous vivez aujourd'hui? Oui, je savais pas trop en fait. Moi, j'avais avec ce métier le contact de la télévision avec papa, maman. Je m'endormais sur les genoux de maman et puis ça me semblait un monde merveilleux. De temps en temps, je me mettais devant l'écran et je voulais qu'ils m'applaudissent. Bon, après, ils sont venus, papa et maman, à la Comédie Française m'applaudir. Alors, je me souviens de la première fois où papa est venu avec maman au salut. Alors, j'entends « Nono, Nono !» Après, je dis « Mais papa, faut pas m'appeler comme ça au salut, comme ça tout fort. » Mais il me dit « T'étais comme un con, tu saluais, tu nous voyais même pas avec ta mère. » Alors D'ailleurs, en parlant du fameux film du dimanche soir... On a partagé le même souvenir. Vous vous souvenez ce qu'on se disait quand il y avait Philippe Noiret, on savait que ce serait un bon film. Ouais, Philippe Noiret, maman me disait tiens, lis-moi le programme. Alors je disais les films, les distributions. Elle me dit oh, un film avec Noiret, on va le regarder, ça devrait être bien ça. Voilà. Bruno Puzelu, qu'est-ce qui a décidé de votre chemin? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui votre bonheur d'être comédien? Comme je vous disais tout à l'heure, c'est surtout le fait que mon frère instituteur ait fait du théâtre et d'aller le voir jouer avec mes parents, alors que je n'étais jamais allé au cinéma ou au théâtre avec mes parents. C'était pas dans la culture, nous, c'était la télé. Et donc, à partir de là, ça m'a semblé être un monde merveilleux. Puis ensuite, j'ai préparé le Conservatoire national. Oui. J'ai été reçu, j'y ai passé 3 ans. Et puis, en fin de première année, la Comédie Française m'a proposé un contrat. Et là, j'ai été pendant 12 années pensionnaire à la Comédie Française. Et justement, qu'est-ce qui vous parle le plus en fait dans le process? Les textes, la scène, la caméra, l'envie, le trac? Vous savez, c'est comme si on me disait t'aimes mieux ta maman ou ton papa? C'est Moi, des j'ai éléments pas... indissociables. Oui, bien sûr. C'est comme deux plats au restaurant. On peut aimer les deux, puis un jour, on peut avoir plus envie de l'un ou de l'autre. C'est un peu ça, le cinéma et le théâtre. Mais il y a une grande différence entre le cinéma et le théâtre, c'est que au théâtre, on peut jouer un rôle sur 30 ans, 40 ans. Les Rital, je pouvais les jouer il y a 10 ans. Je pourrais encore les jouer dans 10 ans ou 20 ans. Oui. Au cinéma, on ne peut jouer que ce que l'on est aujourd'hui. Un point, c'est tout. Dans 10 ans, je ne pourrai plus.
Et 10 ans avant non plus. Donc c'est ce qu'a de cruel le cinéma. Il vous prend aujourd'hui, et ce que vous ne faites pas aujourd'hui, c'est fini à jamais. Oui. Puis au cinéma, il y a encore autre chose. Il y a ses familles, il y a ses clans, il y a ses cartes, ses tickets. Au théâtre aussi. Au théâtre aussi. Au théâtre aussi. Tout autant. Je dirais tout autant à partir du moment où on fait du théâtre à un certain niveau. Ouais. Je dirais, si on fait avec 3 bouts de ficelle chez soi avec des camarades, bon, mais à partir du moment où le spectacle doit être programmé à Paris, acheté, bah oui, c'est dans la nature humaine, il y a toujours des familles au fond. Qu'est-ce qui, selon vous, Bruno Puzulu, fait la singularité, l'excellence, pour ne pas dire, du théâtre à la française, du jeu peut-être aussi des comédiens français, quand ils savent jouer? Moi, je pense qu'il n'y a pas de théâtre à la française. Il y a avant tout des auteurs. Suivant les auteurs que l'on aborde, si on aborde Claudel ou Cavana ou Courteline ou Beckett, ça ne sera pas la même chose que Mon cul sur la commode ou autre. Bon, c'est l'auteur qui décide de tout. Et je ne crois pas qu'il y ait... quelquefois je vois des comédiens jouer, je me dis tiens, on est plutôt de la même famille, et quelquefois d'autres comédiens français, je me dis on est à l'opposé, et puis des comédiens d'autres pays qui me semblent de la même famille, et donc c'est pas une affaire de nationalité. Heureusement, je dirais. Oui, pardon. Et on vous retrouve justement, je crée le lien quand même parce que c'est important. Gérard Ridoux, finalement, il a le même discours. Hein. Ce qui est important, c'est pas les barrières imaginaires qu'on peut se créer, mais c'est ce melting pot-là qui fait que la richesse... Et puis lui, c'est un métèque comme moi. Hein. C'est un espagnol. Moi, je suis un rital. Et ben voilà. Voilà. Et puis vous voyez, les métèques, et ben ils font aussi la France. Ils font des belles choses. Voilà. Ils font surtout la France, bien sûr. Qu'est-ce qui peut vous cueillir au théâtre ? Vous arrivez peut-être d'y aller encore aujourd'hui. Oui, me cueillir, c'est vraiment la sincérité. À partir du moment où je vois une mise en scène ou un comédien qui veut exprimer en force ce qu'il n'a pas en lui, eh bien, j'ai envie de fuir. Vous savez, c'est comme vous entrez dans une pâtisserie, vous avez de l'argent pour acheter une pâtisserie et vous voulez en acheter 2. Alors vous n'avez pas le fric, vous êtes obligé de la voler. Mais c'est pareil pour certains comédiens qui n'ont pas en eux, au moment donné, ce qu'ils devraient donner aux spectateurs et qui vont truquer et qui en font un mode de jeu. Eh ben, ça, moi, alors ça peut arriver, bien sûr, mais il ne faut pas en faire une habitude. Ça me fait plutôt fuir. Voilà. Ne pas truquer. Je dirais que ce soit au cinéma ou au théâtre. Quel que soit le secteur d'ailleurs. Quel que soit le secteur. Gérard qui est avec nous, il a des années de travail, mais devant son travail tous les soirs, au fond, il est comme un débutant. Moi aussi, je suis comme un débutant quand on m'offre une pièce ou un scénario. Tout est à refaire. Alors, l'expérience fait que quand on est un peu paniqué, on se dit mais je devrais quand même y arriver. Mais c'est toujours le même travail qu'au début, dans le fond. Vous partagez, Gérard? Oui. Ah, tout à fait. Parce que pendant le service, c'est une scène de théâtre. Hein. Il y a chacun a son rôle. Chacun a son rôle. Hein. Et cette humilité par rapport à son art, en l'occurrence, qui est aussi le vôtre, finalement. T'as dit cette humilité, non? Non, l'humilité. Non, mais on revient toujours à la même chose. Le travail, la rigueur, il y a un chef d'orchestre, il y a une personne qui est au poisson, aux viandes, et voilà, c'est... Il y a quand même quelque chose chez vous de palpable sur Bruno Puzulu. On voit ça finalement assez rarement chez les comédiens. Quand je vous entends parler du théâtre et de vos rôles, j'ai l'impression d'entendre aussi, avec d'autres mots, Philippe Torreton. D'ailleurs, c'est par hasard, si vous avez longtemps été copain comme cochon, comme on dit. On l'est encore. Vous restez en contact, bien sûr. Il y a quelque chose de tellement impliqué. On a l'impression que vous vous consumez en même temps, de très bosseur. Vous êtes une sorte de moine guerrier, moi, je trouve. Oui, parce dans que cette assaise, en tout cas. Il faut toujours remettre sur l'atelier ce qu'on est en train de faire. Oui. Je veux dire, aucun rôle quand on rate, c'est pas raté une fois pour toutes. Mais quand on réussit, c'est pas réussi une fois pour toutes. C'est réussi aujourd'hui et ça s'arrête là. Quand on a un prix, on l'a
aujourd'hui, et c'est tout. Quand l'équipe de France est championne du monde, si elle refaisait le match le lendemain, elle serait peut-être plus championne du monde. C'est à l'instant T, moment présent. un point, c'est tout. Et c'est pareil pour le comédien. Merci Bruno. Merci. Autre histoire qu'on a eu envie de vous raconter, celle de Julien Fournier. Oui, on va vous en reparler. Sud Radio, c'est excellent et c'est le talent de la semaine. Sud Radio, c'est excellent. Le talent, la stratégie de la semaine. J'y suis allée, j'en ai pris plein les yeux. En parlant de talent, j'étais au défilé de Julien Fournier que nous avons reçu la semaine dernière. Absolument, Olivier. bien sûr. Et c'était un coup de cœur, vraiment, il fallait que j'en reparle décidément. Quand ce grand couturier, je le souligne, grand couturier, est venu chez nous la semaine dernière, il nous parlait de travail et du travail de ses petites mains, de celles qui passent des milliers d'heures sur une robe et qui font exister la magie. Eh bien, sa toute dernière collection, Première Conquête, en est l'illustration vivante. Ouais, c'est vrai, Judith, je vous ai vu en revenir les yeux pleins d'étoiles. Vous m'avez raconté les mélanges des matières, la finesse des plumes multicolores, les envolées de drapés. Alors quand je vous écoutais en parler, on aurait presque dit un conte de fées. Décidément, c'est beau et irremplaçable, unique, l'artisanat français. Oui, Olivier, vraiment. Un conte de fées contemporain, cela dit, peuplé d'Amazones aux lourdes créoles dorées, de jupons frivoles, aux broderies et aux matières nobles. Les femmes ne sont pas habillées chez Julien Fournier, elles sont sublimées. On se promène en Afrique, chez les Touaregs, et aussi en passant dans le 16e, parce qu'il ne faut pas se perdre. Il en faut pour tous les goûts, vous savez. Bah, j'imagine bien. Alors si je comprends bien, toutes les femmes, on aurait même envie de dire, toutes les dames sont représentées. La femme de Julien Fournier est universelle et incarnée. Ça vous plairait, Gérard et Bruno? Gérard et Bruno, oui, ça vous plairait. Elles sont incarnées et nous l'a d'ailleurs dit avec conviction et émotion la semaine dernière qu'elle est une jambe trop courte, un bras en moins, l'œil de l'autre change quand Julien l'habille et le défaut devient alors une fantaisie. Oh Olivier, c'est tout à fait cela. C'est Julien Fournier. Julien Fournier est un être qui s'incarne. Dans sa grande sensibilité, il comprend celles qui viennent à lui. Tout cela savamment mélangé à la sincérité nécessaire à toute création, n'est-ce pas messieurs? Au rêve qui fait transformer le dessin en robe des mille et une nuits. Un incontournable et c'est excellent. julienfournier.com. Vous écoutez Sud Radio, vous avez bien choisi. C'est excellent, on revient dans un instant avec le comédien Bruno Puzulu et le grand chef Gérard Hidou. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair, Olivier Daudet. Si vous nous rejoignez sur Sud Radio, vous êtes évidemment les bienvenus. On a juste un peu beaucoup commencé sans vous. C'est excellent. C'est excellent et c'est l'histoire de leur passion, le partage de leur talent. Les talents aujourd'hui du comédien Bruno Puzulu et du grand chef Gérard Hidou. Gérard Hidou, on en parlait tout à l'heure. On pourrait faire un film de votre vie. À 16 ans dans la Nièvre, par exemple, vous rencontrez et sympathisez avec Mesrine et Villeauquet. Une anecdote de cette rencontre incroyable, on a envie de savoir un peu. Comment vous les avez rencontrés? Il y avait une péniche au bord de la Loire. C'était un genre de cabaret mal fréquenté. D'accord. Mais comme j'étais très très curieux, parce que dans mes boîtes de nuit, on me rejetait. Vous étiez trop jeune en fait. Non, j'étais pas jeune, mais on me disait quelle faculté tu étais, Et vous étiez apprenti, donc. Et moi, j'étais commis ou apprenti, dont on m'écartait. Ah, carrément. C'était. Mais et donc finalement, cette péniche était le seul dans ma vie, je me bats tout le temps. Ouais. Tout le temps. Là, je vais vous raconter mon histoire aussi du cancer. Je me bats. Vous avez un cancer. Et j'ai deux. Vous en avez deux. Mais pour en revenir justement, peut-être que ça vous a donné cette force de combat, etc. Oui, grâce à maman qui me poussait. À maman et à votre rencontre avec Mesrine aussi, Mesrine, par exemple. Mitterrand, etc. Là, Bruno, il racontait faut dormir beaucoup. Oui. Non, Mitterrand me racontait il faut dormir des micro-siestes. Et j'ai appris pendant des années, parce que pour moi, dormir, c'était perdre du temps. Le soir, la nuit, voilà. Donc je fais des micro-siestes. Et dans mon restaurant, en plein milieu du service, qui a 200 couverts, mon personnel voit que je clignote, il me sort mon fauteuil devant le fourneau, puis je dors 3-4 minutes. Il était comment à table, Mesrine? Ah, j'ai jamais vu à table. Vous n'avez jamais mangé avec lui? C'était au bar. Et puis il n'était pas du genre à passer à table en plus facilement. On les bonnes celles-là. À l'époque, je ne disais pas trop que je fréquentais Mesrine à l'époque. Oui, bien sûr. Voilà. Mais le micro-sieste, c'est à prendre. Hein. Vous savez, tous les grands, je pense que tous les présidents, ils le font. Hein. Ils rentrent dans leur voiture, hop, ils dorment 5 minutes avant les Vous discours. en avez connu des présidents, Gérard Hidou, hein? Au moins une trentaine de chefs d'État, c'est ça? Plus de 30. Oh, ah oui, quand même. Ouais. Vous avez fait plusieurs quinquennats, plusieurs septennats aussi. Ah ouais, et vous les êtes a toujours tous là. fait. Le dernier, c'était mon copain, la Colombie, mais il s'est fait virer. Ah oui.
Et alors, le premier restaurant que vous ouvrez, c'est La Cigale. Je parle sous votre contrôle. On est déjà dans le 7e arrondissement. Toujours, voilà, j'ai choisi La Cigale, le petit bistrot. Bon, il y avait pas, on faisait 2 couverts. Vous y êtes déjà des soufflés? Oui, je voulais m'imposer les soufflés. Bon, il y en a certains, qu'est-ce que tu te lances dans les soufflés? Non, c'est rien à manger, etc. Non, je suis un peu têtu. Je reviens toujours la rigueur. Je voulais je voulais pas me lancer dans la gastronomique. Ouais. Hein, donc, je voulais faire les soufflets pour que ça sorte différemment. Et surtout, je pense que c'était l'ère moderne. Après, j'ai appris un peu avec Guérard, donc une cuisine légère. Et le soufflé, c'est léger, c'est un bon repas. C'est un bon repas. Ah, mais qu'est-ce que c'est bon, surtout. Voilà. Surtout les vôtres, d'ailleurs. Puis là, je fais des soufflés sans gluten, végétarien. Voilà, il faut quand même suivre tous les goûts. Voilà, tous les goûts. Et toujours dans le 7e arrondissement, pourquoi ce quartier-là? Parce que j'ai eu l'opportunité, comme quand j'ai eu les sommets, quand j'ai eu la gloire, un peu entre guillemets, parce qu'il faut jamais parler de gloire, hein, parce que ça, ce que vous disiez, Bruno. Hein, comme vous, hein, Bruno. Hein, on connaît la gloire, la montagne russe, voilà. Donc il faut être très la tête sur les épaules. Hein. Et puis j'ai eu l'opportunité, il y a un sous-coup qui débarque, Paul Lombard, l'avocat, et Pébro. Voilà, il me dit, voilà, il y a le récamier qui est à vendre, mais j'ai dit, c'est des millions d'euros. L'argent, c'est pas un problème, et on a fait le montage, et voilà. Aidé par Chirac, aidé par Delanoë, qui m'a beaucoup aidé pour la terrasse, pour les autorisations, voilà. Gérard Ridoux, je vous cite, hein, l'intelligence, c'est d'avoir du bon sens. Ouais. Vous êtes un ambitieux qui a refusé le parcours normal des chefs courants vers les étoiles. Tout à fait. Et pourtant, chez vous, on en croise des étoiles. Le couple Chirac, Gérard Depardieu, Milan Kundera, Georges Kejman, l'avocat. Vous êtes l'adresse préférée des grands de ce monde. Ça va même jusqu'au couple Bush ou Obama, je tiens à le dire. C'est quoi votre secret pour les faire venir? Vous avez reçu combien de chefs d'État? Vous avez dit 30, mais c'est quoi le secret, finalement? Le cœur, madame. Le cœur. Ouais. Développer, on a envie de savoir. C'est quoi? Le cœur, c'est de la gentillesse, d'être discret. Puis tous ces gens-là, ils le savent. Hein, si c'est un arriviste ou comment on appelle ça, un opportuniste. La pommade. Moi, je suis cash. Ouais. Voilà. Il y a des présidents que le courant n'est pas passé. Qui? Et dans ces cas-là, ça se voit? Ça se voit ou ça se voit pas. Je vais pas les voir trop souvent. D'accord. Qui? Les extrêmes. D'accord, ok. Pas encore président, heureusement, en quelque sorte. Voilà. Il y a une histoire qu'on a envie que vous nous racontiez, oui, Judith. Ouais. Vraiment. Cette histoire. Ouais, vous avez été invité quand même par le couple présidentiel Bush à dîner à la Maison Blanche, mais aussi à déjeuner en tête-à-tête avec eux dans la cuisine du bureau ovale. C'est comme là n'importe quoi. Hein. La folie totale. C'est pas la cuisine, c'est une petite salle à manger. Une petite salle à manger qui est derrière. À côté du bureau ovale. On se sent comment dans ces cas-là? Oh, à l'aise. À l'aise? Ouais. Mais tellement à l'aise que je suis resté 2 heures dans la Maison Blanche, parce qu'une présence dans cette Maison Blanche était impressionnée, la femme. Il y a des pièces on a tous les souvenirs de la femme. De Mme Kennedy, de Mme Washington. Et de Marilyn aussi, un peu. Première dame. Ouais. Non, pas Marilyn. Non, mais si, Mme Kennedy, on la voit se pencher sur la voiture, la Cadillac. Ah oui, avec, Jackie, oui, bien sûr. Voilà, etc. Et c'est une forme de consécration, quelque part, d'être invité par le couple Bush dans la salle à manger du bureau ovale. Normal. Non, même pas, c'est normal pour vous? Pour vous, c'est easy, tranquille, quoi. Oui. Ah ouais, d'accord. Non, mais après, quand je suis sorti de la Maison Blanche, je suis revenu la tête sur les épaules. Parce oui, que bien sûr. Vous vous trouvez quand même dans le cœur du réacteur. C'est la première puissance mondiale, quand même. Le bureau ovale, c'est... Attendez, je vais vous donner une anecdote pour le bureau d'ovale. Comme j'ai visité pendant 1 heure, 2 heures, je rentre, je vois monsieur le président Bush, je rentre dans le bureau ovale, comme ça, normal. La sécurité, ils m'ont repoussé, ils m'ont refouillé, parce que le bureau ovale, il y a une ligne de couloir au bureau ovale, bleu ou je me souviens plus, jaune, il faut repasser les contrôles, les visiteurs. Et vous avez foncé tout droit, vous? Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, Bruno Puzulu, quand même, quelqu'un qui a croisé autant de gens importants? Est-ce que grâce à ses soufflets. Voilà, c'est quand même incroyable cette histoire. Grâce à ses soufflets, mais aussi le contact humain. Bien sûr, je rigole. Et votre bonne mentalité, surtout. Ouais. Mais bien sûr. C'est l'affaire d'une vie. Hein. C'est l'affaire d'une vie. C'est le combat de tout le temps. C'est le travail, encore une fois, qui fait
que vous avez le contact avec tous ces gens. Hein. C'est pas pour rien. Ils viennent pas seulement au restaurant pour vos beaux yeux. Hein. C'est en même temps sûrement que la qualité de votre travail fait que. Oui, c'est ça. Il ne faut pas écraser les gens. Et vous connaissez les soufflets de Gérard, Bruno? Non, hélas. Ah, non. va falloir découvrir. Pas encore. On va y aller. Mais d'ailleurs, vous ne l'avez pas dit, mais pourquoi le soufflet d'abord au départ? Très, très bonne question. Les soufflets, déjà, il y avait la cuisinière, on revient toujours à la cuisinière de ma famille, qui faisait un gros soufflet de temps en temps le dimanche. Et là, mon père pouvait rien dire, il attendait le service. Donc c'était beau à voir, mes 4 frères, plus maman et papa, voilà. Et ensuite, dans tous les restaurants étoilés où je suis passé, l'image d'avoir des étoiles, il fallait un soufflet. Ça, c'est les critères des guides Michelin auparavant. Oui. D'accord. Donc, il y avait toujours un soufflet dessert. Et là, au Plaza ou chez le doyen, quand on faisait découvrir, c'était la panique, mais c'était beau avec les grands blancs et tout ça, le soufflet. Et ça m'a donné des idées. Et quand je suis parti au Liban, parce que j'avais plus de boulot à Paris, et Gaston Lenôtre m'a dit, pars au Liban pendant quoi, 5 jours. Avec Fabius, hein, c'est ça? Non, ça c'est en Israël. Pardon, je mélange tout. Voilà. Et je suis parti au Liban pendant la guerre, monté et là je me suis exercé, faire des soufflets, des sifflets, parce que les Libanais ils aimaient les soufflets. Et alors... Bon, j'ai appris le goût, les Libanais, donc ils aiment beaucoup l'avocat, le soufflé chocolat, voilà. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait en Israël avec Fabius, justement? En Israël, c'était le sommet du goût français qu'il avait créé. Le premier Made in France. Hein, voilà, Made in France. Tous les artisans, le boucher, les fleuristes, tous les produits français. C'est lui qui avait créé ça. Voilà. Et petite question, on l'évoquait rapidement en ouverture d'émission, les étoiles du Michelin, vous les avez toujours refusées, vous? Je n'ai pas refusé. Il ne les a pas cherchées, je n'ai pas cherché. Je crois que je ne suis pas à la hauteur. Quand Bocuse en perd une, ça vous fait quoi? Ça me fait un peu de peine parce que, pour moi, dans du siècle dernier, il y a eu 3 grands. Je ne sais pas si tu es d'accord. Paul Bocuse, point de vue international, qui nous a fait connaître le monde entier grâce à Paul Bocuse. Michel Guérard, grâce à Michel Guérard, que la cuisine est venue un peu améliorée, légère. Parce que moi, j'ai connu les 2 cuisines. Les sauces, avec la farine, les sauces, que Michel Guérard, c'était tout à la vapeur, un peu beurre, etc. Donc, moi, voilà. Valérie? Mais Michel Guérard, qui est un aristocrate de la nourriture, il a le sens de la naturalité, il a été en fait très innovant. Je voudrais juste raconter quelques petites anecdotes, puisque j'ai la parole sur Gérard. Et donc ce lieu, on oublie de dire que dans le genre salle à manger idéal, c'est une merveille de restaurant, et il est beau de contextualiser la façon dont on accueille dans son restaurant. Et ses jolies nappes blanches, la façon dont on reçoit, sa terrasse merveilleuse. Et donc c'est vrai que c'est assez global. Il y a tous les gens qui sont contents de s'y retrouver, la façon dont on est accueilli. Sa nourriture n'a aucune arrogance, il n'est pas prétentieux. On y retrouve à la fois des choses intimes, des choses chaleureuses, des choses auxquelles, si vous voulez, qu'on a envie de manger, à la fois qui nous rappellent peut-être notre intimité, et évidemment c'est au restaurant, donc c'est souvent mieux fait. Donc il y a cet accueil-là, la localisation des choses, la nappe blanche, le service, et donc c'est toute cette salle à manger accueillante, pas de voiture qui passe. C'est important de raconter le contexte. Voilà, Gérard, il faut aller au Récamier, ton restaurant. On arrive, hein. On arrive tout de suite. On va venir déguster. On arrive. Côté la vie, c'est toujours un combat. Ouais. Mais très rapidement, juste parce que ça a quand même défrayé l'actualité, cette 3e étoile qu'on enlève donc à Bocuse, qui se retrouve avec une, il y a aussi Marc Vera. Hein. Ça vous a, alors Vera encore avant pour d'autres raisons, ça vous a pincé actuel. Ça quand même? Oui. Ouais, ça pince. D'accord. Bruno, Gérard, vous avez encore le temps de sortir, j'en suis sûr, de lire, de voir, de découvrir. Ça tombe bien, c'est toujours excellent. Et c'est le moment où on sort. Sud Radio, c'est excellent. L'instant culture. Alors là, c'est à vous de jouer en quelque sorte. Vous avez carte blanche, Bruno, Gérard, vos bonnes idées. Alors de musique, de lecture, de cinéma, de théâtre. Moi, j'ai 2 très bonnes pièces à vous conseiller. Hein. Les Rital, évidemment, la scène parisienne, avec un certain Bruno Puzulu. Et puis 12 hommes en colère, c'est à 19h au Théâtre Hébertot, avec un non moins excellent, Bruno Puzulu. On salue évidemment l'adaptateur, Charles Tortman, et puis le metteur en scène. Et il porte Hébertot sur ses épaules. On le salue, on l'embrasse. Francis Lombraille. Alors, idée de sortie les uns les autres. Idée de livres à voir, de films à voir, de livres à lire, d'expo. Voilà. Si vous avez des petites recommandations à nous donner. Vos coups de cœur. Gérard. Ça va peut-être foutre le bordel, mais Pulaski. Ouais. Oui. C'était un très beau film. J'accuse.
Ça, on nous l'a recommandé plusieurs fois. Tout le monde hein, est unanime. Hein. Le J'accuse. En plus, Ouais. Pulowski, je le connais très bien. Il vient régulièrement au restaurant. Polanski, ouais. Ouais, c'est un grand monsieur. Ouais. C'est un grand cinéaste, indéniablement. Et là, J'accuse, c'est très actuel en plus. Ça reflète un peu actuellement. Ouais. Bruno. J'ai pas vu le film encore, mais moi je vous conseillerais Crève du con, paru chez Gallimard le 16 janvier, de François Cavana. Ouais. Je vous conseillerais aussi d'aller à l'Institut Giacometti. Je crois qu'ils vont faire quelque chose sur un rapport Giacometti-Beckett qui devrait être intéressant. Voilà. J'ai pas eu le temps d'aller au cinéma ces derniers temps parce qu'avec la vie que je mène, voilà, ni au théâtre. Mais il y a aussi une pièce au Théâtre du Rond-Point, Dépendance, avec Thibaut de Montalembert et Francis Lombraille. Voilà. Mais il est partout aussi, Francis Lombraille. Partout aussi. C'est extraordinaire, c'est excellent. Bruno Puzzu du Gérard Hidou, vous recevoir a été un grand bonheur. Merci à tous les deux. Merci à vous surtout d'être passés par les studios de Sud Radio. Autres histoires de création, autres invités et toujours avec l'unique Valérie Solvy. C'est excellent, revient la semaine prochaine. D'ici là, plein de belles choses à vous, excellentes, passionnantes et merci surtout de rester fidèles à Sud Radio. C'était excellent.